Eh bien, vous savez, ce travail sur les couleurs, sur le métissage, qui nous empêche de penser, eh bien, j'ai compris, par le fait qu'on blanchissait les Égyptiens, ou qu'on en faisait des métis, que c'était la façon qu'avaient les Blancs de s'installer dans une histoire dans laquelle ils n'étaient pas, quand l'Égypte antique a commencé à exister. Donc, à être au cœur de la culture, qui est aujourd'hui celle qui a donné naissance à toutes les autres cultures du monde. Qu'on le veuille ou non, c'est cela qui s'est passé. Donc, j'ai compris pourquoi le métis n'est jamais quelqu'un qui va servir le groupe des dominés ou son peuple noir, ça, et pourquoi il sert véritablement, parce que le blanc le crée pour lui, n'est-ce pas? Je viens de lire un manuscrit d'une petite fille, d'une jeune femme qui a beaucoup souffert et qui a eu envie d'écrire son histoire, et elle raconte. Donc sa mère s'est remariée, elle est noire, sa mère s'est remariée avec un blanc, et le monsieur, bien sûr, a eu beaucoup de mal à reconnaître en elle sa fille, etc. Mais ils ont eu, ce couple-là, a eu une fille. Une fille qui est donc une mulâtresse, enfin une métisse. La maman, quand on vous dit que dans le couple, c'est la mère qui transmet la culture, il faut voir le rôle de la maman noire dans le couple mixte. Tout comme on nous a dit d'ailleurs de manière très inspirante que la femme noire est le bras armé du colon et que nous avons à réfléchir sur nos comportements dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, parce que ce sont nos mamans qui nous disent de nous soumettre. Ce sont nos mamans qui sont à 50% femmes seules qui élèvent des enfants et qui apprennent l'obéissance à nos garçons, à nos hommes, qui disent oui, voilà, toute la journée. Il faut comprendre ce qui dysfonctionne dans notre groupe et qui fait que nos hommes ne sont pas des hommes, qui sont émasculés. Donc cette jeune femme raconte qu'elle a une mère métisse, une enfant métisse, et du coup, la maman l'a laissé au papa. Donc l'enfant ne connaît que la branche, le coderme de sa famille. Dans cette famille guadeloupéenne où on aime se rassembler comme dans les grandes familles avant, africaines aussi, aux Antilles on avait gardé toutes ces traditions, eh bien la fille elle n'est jamais avec les autres, elle n'est jamais invitée, elle ne mange pas en famille, elle ne connaît pas cette famille-là. Donc c'est une petite fille qui est soi-disant, qui a une maman noire, mais qui ne sait rien, qui ne s'intéresse à rien de du pôle noir de sa famille, de sa culture. Elle est totalement vouée au groupe des Blancs. La question c'est, elle n'est pas née en faisant ce choix-là. C'est la façon dont les rôles et dont la domination s'exercent dans ce couple-là que l'enfant est récupéré par le pôle blanc, que la maman qui considère qu'elle n'a rien à lui apporter, fonctionne et donc la laisse aux parents blancs, à la culture blanche, etc., etc. Donc on est dans cette difficulté de créer des enfants ou des gens qui prendraient aussi le parti du pôle dominé de leur peuple. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez, en général, je ne dis pas que ce sont des cas systématiques, en général, l'enfant métis est un problème pour le groupe dominé. N'est-ce pas? Eh bien, cette question-là pourrait ne pas l'être si on était dans des relations équilibrées entre blancs et noirs ou entre chinois et noirs, etc. Mais en gros, nos hommes, nos femmes sont avec des blancs et donc c'est entre ces deux groupes qui sont dans des relations asymétriques que les difficultés qui sont sociologiques, anthropologiques, etc. s'expriment avec le plus de, j'allais dire, de force. Et pourtant, ce sont ces deux groupes-là qui se marient le plus entre eux. Et j'ai lu ce matin, ouais mais arrêtez, parce qu'il y a des problèmes avec les béquets ce matin, en ce moment, ouais mais arrêtez de critiquer le béquet, parce que c'est une négresse avec qui il vit. Et j'ai entendu à plusieurs reprises des gens dire, parce qu'on est avec un noir, qu'on n'est pas raciste, mais c'est souvent au cœur de là que se trouve le racisme. Je ne comprends pas ces manières qu'on a de réfléchir. Ceci dit, ça n'empêche pas de travailler l'un et l'autre à créer des relations un peu symétriques. Parce que la domination que vous vivez dans la société là,
le rôle de dominant et de dominé. Vous croyez qu'une fois que vous avez refermé la porte du salon, que vous êtes dans un monde où tout d'un coup votre cerveau se branche sur je ne sais à quel rythme et que vous perdez toute l'habitude que vous avez d'être dominé, de laisser le dominant prendre toute la place, l'idée que vous n'êtes qu'une couleur, que vous n'avez pas de culture à transmettre, le fait que vous lâchez, que vous ouvriez tous vos espaces à des gens qui ne font que prendre et qui vous donnent peu. Est-ce que ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on devrait réfléchir? Bon. Et quand les autres arrivent chez eux, il y a une femme qui est égyptologue, très intéressante, qui s'appelle Christiane Desroches Noblecourt. Lisez son livre, l'héritage de... Le fabuleux héritage de l'Égypte. De l'Égypte antique. Lisez, elle vous explique comment les Égyptiens ont nourri les civilisations qui sont venues après. Et toute l'histoire biblique là qu'on vous raconte avec Joseph, etc., ben, elle vous raconte comment Joseph a pénétré au cœur des royaumes des pharaons, de l'un d'entre eux notamment, il s'est fait tout petit, il a pris toute la place petit à petit, il est devenu le personnage le plus influent chez ce dernier pharaon, je ne sais plus lequel c'était, mais en tout cas, c'est à partir de là que, comme il y avait des guerres entre les groupes et qu'on s'échangeait les femmes, ben les Blancs, les Sémites, en donnaient leurs femmes aux pharaons noirs c'était des formes de traités de paix. Et cette habitude est tellement ancrée dans l'imaginaire des Noirs. Regardez combien, c'est le seul continent au monde, regardez combien de femmes blanches sont levées dans le pouvoir, au cœur du pouvoir en Afrique. Et comme dans l'Égypte antique, ce que vous raconte Noblecourt, ne soyez pas étonnés qu'elles reproduisent les mêmes habitudes. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont là-dedans, elles font venir les leurs et elles les ont. Et c'est comme ça que l'Égypte est tombée, d'ailleurs. Donc, absolument. Il y a énormément de choses à savoir pour comprendre aussi le type de relations dans lequel on vit, on est inséré, comment ça se passe. Les groupes qui sont astucieux, qui n'ont rien mais qui ont besoin de se positionner, ben ils font ce qu'ils font. Mais nous, on fait quoi? On dit, ah, vous avez besoin d'aide, prenez. Et puis jusqu'au jour où vous vous retournez, vous vous dites, ah, mais j'ai plus rien, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Parce que je suis chrétien, parce que pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de l'abondance. Je suis né sur un continent de l'abondance. J'ai des normes d'hospitalité extraordinaires, qui sont presque uniques au monde. J'ai des normes d'hospitalité qui sont assez uniques au monde. Il faut donner. D'ailleurs, on le faisait encore chez nous. Quand vous aviez un invité, vous lui laissiez la place, le meilleur lit, la meilleure partie du repas, vous lui donniez tout. Et là où je suis allée en Afrique, les gens font ça. Je leur ai dit, mais mon Dieu, vous n'avez pas changé, mais c'est fou. C'est fou, il faut changer, il faut changer. Mon Dieu, j'étais malade parce que j'ai retrouvé ça, ce truc-là. Et puis l'Afrique ne veut pas changer. C'est là qu'on voit quand on est premier. Quand on est premier, même quand on prend du fer. Pourquoi changer peut-être? Mais quand vous avez des prédateurs sur le dos matin, midi et soir, si vous ne changez pas votre hospitalité, vous pouvez vous le mettre là où les gens, la mettre là où les débarrasser des prédateurs. Je crois que ça a été bien. Et vous ne changez pas. Ça a été bien renforcé également. Non, il ne change pas, il ne faut pas changer. Vous débarrassez des prédateurs. Non, il faut changer les règles de l'hospitalité, mais enfin. Pour s'en débarrasser, il faut changer son comportement. Il faut changer, Oui, il faut s'adapter. mais pas ce qu'on est. Mais c'est pas le bien. Il faut changer la forme du combat. Ça veut dire, ça veut Mais il faut savoir à qui on a affaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne fait pas d'anthropologie, on ne connaît pas. Ce que je dis, ce que je vous demande au quotidien, enfin régulièrement, connaissez-vous les Blancs? C'est pas parce qu'il faut prendre des machins derrière eux, c'est que eux, ils ont fait l'effort. Je mets effort avec beaucoup de guillemets. Parce que c'était nécessaire pour eux. Il s'agit de leur survie. Mais le continent africain n'avait pas besoin de survie. Même dans la Caraïbe, il y avait un moment
bon, on levait le bras et on cueillait ce dont on avait besoin. Et puis au jour le jour, on voyait nos parents, nos papas partir avec un petit sac, aller creuser, fouiller des hachines ou ignames, ce dont on avait besoin pour manger le jour. Ou bien ils allaient faire un petit coup de scène, et puis on était nourris tous les jours. Quand vous êtes dans des pays froids, dans des machins comme ça, où 9 mois dans l'année, vous n'avez rien, et que vous êtes dans un pays d'ailleurs, un continent que vous considérez être à vous, puisque l'Europe n'appartiendrait qu'aux Blancs, sauf qu'en Afrique, ils se mettent partout et qu'ils décident que c'est aussi à eux. Bon, je sais pas, en Australie, je vois les Australiens se traîner dans la poussière, mendier des eaux, alors qu'ils étaient sur un continent qui regroupe je ne sais combien d'autres continents. Bon, bref, on voit donc des gens qui n'avaient rien et qui ont trouvé le moyen le plus dégueulasse, et je me permets, ça c'est ma parole, d'aller chez les autres, pas de demander, mais de prendre. Et de prendre de la manière la plus égoïste, la plus dégueulasse qui soit. Vous savez qui fait la publicité chez nous, à la Martinique? C'est Bombéké, qui ont les sociétés de communication, qui ne veulent pas que le nègre se déplace d'un iota sans... Eh bien, ce sont eux qui font la publicité. Dans l'ensemble, sur l'ensemble des images, quand ce sont des bleus de travail, ouais. Quand il faut promouvoir l'idée du métissage, parce qu'il faut les diluer, hein, ces nègres-là, là, ils commencent à nous prendre dans les pattes, il faut les diluer. Donc le métissage à tout va. Homme noir, femme blanche. L'enfant noir, je l'ai dit hier, est génocidé. On ne le voit plus. Je parle de génocidé. On fait de moins en moins d'enfants noirs. Vous avez compris? En tout cas, dans les pays où on est disséminé. La façon que nous avons d'analyser nos problématiques, je reviens à ce que je vous ai dit, ça va être comme une espèce de leitmotiv. Cette façon-là que nous avons d'analyser nos problèmes ne va pas puiser dans la connaissance de nos civilisations, va puiser dans la forme de socialisation imposée à laquelle nous avons été soumis et qui fait que nous cherchons du sens là où nous n'allons trouver que du chaos et nous allons nous diviser comme on le voit actuellement. Les hommes partent avec les femmes blanches, les femmes noires partent avec les hommes blancs, ou bien parfois, oui, mais c'est plutôt ce couple-là qu'on voit le plus, parce que les discours qu'on analyse, que produisent les gens qui sont dans ces couples croisés, sont des discours qui discriminent fondamentalement le partenaire noir. Lui, c'est lui qui le fait, qui discrimine fondamentalement son homme ou sa femme noire, l'homme noir ou la femme noire, et qui justifie les raisons pour lesquelles il est parti avec l'autre. Il a toujours une bonne raison de trouver dans son groupe, chez son homme ou chez sa femme, qui serait trop matérialiste, qui serait trop ci, trop ça, les raisons de ce choix qui est coupé. Alors, ce qu'il a trouvé de mieux à dire, c'est de dire que c'est l'amour qui l'emmène, comme il n'a pas de tête et de machin qui l'est mené, comme par je ne sais quelle forme d'instinct, c'est l'amour, et il n'y a que dans notre groupe que l'amour est aussi asservissant, avilissant, parce que du coup, les béquets ont métissé toute notre société, et ils se sont arrangés pour être un groupe qui nous dit aujourd'hui qu'ils sont purs de race, et qui préfèrent ceux qui ont tous les mêmes cheveux, la même couleur, ils n'aiment pas les métis parce que ça sent un peu bigarré. Et puis, ils ont métissé toute la population. Ah, c'était pas l'amour qui les guidait, non. Mais le nègre, c'est l'amour qui les guide. Voilà. Donc, on est dans des explications, dans des trucs qu'il faut remettre en question. Tant qu'on n'aura pas fait l'effort de bien comprendre la civilisation dont on vient, ces règles, on ne comprend pas que l'homme noir et la femme noire, ce sont deux personnalités puissantes quand ils sont produits sur leur continent. Socialisés, ils sont puissants tous les deux. Et c'est pas qu'ils n'ont pas besoin l'un de l'autre, c'est que tel que la société, le partage, aussi un partage des rôles, est organisé, la femme a sa place et elle est dans la société des femmes ou de ce que vous voulez, et l'homme aussi, mais jamais il n'abandonne ses enfants. Les problèmes que nous avons de paternité, hein, parce qu'il nous manque un papa aux Antilles, les Africains ne l'ont pas. C'est très rare d'entendre les Africains nous dire qu'ils souffrent d'avoir manqué de papa. Parce que même quand le papa n'est pas à la maison, ou bien n'est pas dans les rôles qu'on leur donne dans les sociétés occidentales, mais ils sont omniprésents. Ils sont dans la vie de leurs enfants. Il y a un tel raffinement
quand on travaille sur la famille kamite, que franchement, eh bien, vous savez d'ailleurs, parce que ces questions-là peuvent se poser, moi, quand j'ai réalisé la puissance de la civilisation de laquelle nous sommes issus, je me suis dit, fiche que nous sommes des cons. Parce que laisser tout ça de côté, avec un raffinement, si vous lisez sur la famille occidentale, c'est très pauvre. Il n'y a pas grand-chose à part le mec qu'on a érigé en espèce de machin, de dompteur, de celui qui a tous les pouvoirs, et la femme qui est le vase plus faible qui fait. Aujourd'hui, regardez les luttes des femmes blanches. Aujourd'hui, c'est une lutte toujours pour plus de droits. Ouais, féminisme. Ce qu'elles appellent le féminisme, mais je sais même pas ce que c'est. C'est très complexe. Alors, quand on comprend la complexité de la civilisation, de tout le continent, sincèrement. Et moi, je suis tombée dans ça. Il est parti, le petit là, je lui aurais dit pourquoi. C'est pas mes cheveux qui m'ont guidée, mais mes rencontres. Eh bien, quand je suis entrée à l'université pour la première fois, en sortant de Martinique, j'ai jamais eu affaire à un Africain et on nous a jamais dit d'où on venait. Donc on ne savait rien de tout ça. Mais j'ai eu sur les bancs d'université des personnes qui étaient, qu'on disait africaines, avec qui j'ai beaucoup échangé et j'étais stupéfaite de ce que je sentais. Je vous le dis, je suis pas dans quoi que ce soit. J'ai senti une sorte de noblesse chez ces personnes et je me suis dit, mais comment se fait-il? D'où ça vient? Parce que j'avais un vécu avec les coloniaux, la société coloniale, les blancs qui étaient toujours agressifs, qui vous insultaient pour rien, vous ne compreniez pas pourquoi on vous tombait dessus, vous traversez la rue, on vous traite de sale négresse, on vit ci, on vit ça. Tiens, celui-là, il n'avait pas vu mes cheveux. Merde alors, quand il m'a dit sale négresse, il n'avait pas vu mes cheveux. Voilà, donc moi aussi j'ai du doigt, j'ai eu droit à mes sales négresses et tout le reste, et je ne comprenais pas cette violence-là, mais quand j'ai rencontré les Africains à l'université, c'était peut-être des couches, je sais pas quoi, je me suis pas posé toutes ces questions-là, c'est ce sentiment-là que j'ai. J'ai toujours été une enfant qui observait beaucoup. Donc moi, quand j'ai rencontré ces personnes à l'université, ben, je les ai sentis nobles, investis. D'ailleurs, j'ai ressenti la même chose quand je suis allée en Afrique, dans plusieurs pays, et j'ai dit aux gens, mon Dieu, mais vous êtes trop bons pour cette humanité dévastatrice. Et c'est cela que j'ai ressenti. Donc, j'ai pas fait de choix particulier. Je regarde les gens vivre et je regarde, pour moi, ce qui est important, c'est leur humanité, etc. Notre talent d'Achille, c'est que nous ne sommes pas un groupe constitué. Ce que les autres le sont. Quand les Chinois vont chez vous, regardez comment ils se comportent. Il y en a même qui épousent maintenant des femmes africaines pour pouvoir prendre pied dans le continent et s'installer. C'est vous dire, alors que c'est une communauté qui n'est pas dans l'exogamie. Hein. La communauté chinoise, pas dans l'exogamie.